Yeshaya est depuis plus d'une dizaine d'années le Rav de la communauté d'Orvador, dans le 20e arrondissement de Paris. Un ancien homme de théâtre, journaliste, metteur en scène, et qui a décidé de consacrer sa vie au monde rabbinique, à l'étude de la Torah et à son enseignement. Yeshaya aujourd'hui est invité donc à nous présenter pour la dernière conférence liée aux 7 piliers du mouvement Massorti, la façon dont il comprend et interprète la vision sioniste et les sensibilités du mouvement Massorti à l'égard du sionisme. Je suis très curieux de voir comment est-ce qu'il va aborder ce thème qui n'est pas du tout évident. Oui, Le sionisme, nous savons tous ce que c'est, mais la vision du sionisme Massorti est quelque chose de très particulier. Et donc, c'est avec beaucoup de curiosité que je vais lui donner la parole dans une minute. Yeshaya, Bevakasha, la parole est à toi. Euh, bonsoir tout le monde. Donc, parler du sionisme n'est pas effectivement, comme l'a dit Ethan, une chose très facile, parce que c'est pas c'est un sujet délicat, et que par ailleurs, je tiens à rappeler que le mot sioniste n'est pas une insulte a priori, et qu'il n'y a pas de raison d'en avoir honte. Alors, maintenant, ce pilier, moi, je pars toujours, comme je l'ai fait à mon intervention précédente, du pilier tel qu'il a été rédigé et qu'il est présenté dans le Sidurim, dans les Sidurim du mouvement Massorti. Et je fais comme une espèce d'étude de texte, étude avec un peu d'esprit critique, comme à mon habitude. Donc, je cite ce pilier. Le mouvement Massorti souligne la place centrale de la terre d'Israël et de l'État d'Israël dans la vie juive contemporaine. Il a toujours soutenu le mouvement sioniste et l'effort d'intégrer de nouveaux immigrants Ki mitzion tetze Torah, Udvar Hashem mi-Yerushalayim, car c'est de Sion que sortira la Torah et de Jérusalem la parole de Dieu. C'est un verset d'Isaïe. Il vise donc à promouvoir l'étude et la pratique de la langue hébraïque ainsi que de la culture israélienne. Solidaire de l'État juif, il est cependant apolitique en ce sens qu'il n'est lié à aucun parti ni ne prend position sur les questions de sécurité qui divisent la démocratie israélienne. Fin de citation. Donc ça, c'est le pilier tel qu'il est présenté. Et déjà, je vais dire quelques points sur l'histoire, parce qu'on est bien, quand on parle de sionisme, il faut se placer dans une perspective historique. Alors, il y a un mythe qui existe et qui est très dit souvent au sein du mouvement Massorti, qui dit que le judaïsme conservatif, ou conservateur ou Massorti aurait été le premier à accepter le sionisme, aurait toujours été sioniste. Alors, je dis tout de suite que c'est faux. C'est un mythe, et la question est de savoir d'où vient ce mythe. Alors, pour comprendre ça, en fait, il faut savoir que le mouvement Massorti repose sur une idée assez simple à comprendre. Cette idée, c'est que le judaïsme est ce que fait le peuple juif. C'est-à-dire que le judaïsme et le peuple juif sont, pour le mouvement Massorti, enfin pour la pensée Massorti, sont intrinsèquement liés. On ne peut pas se contenter, si vous voulez, de définir le judaïsme par des théories religieuses. D'accord? Une espèce de foi, des articles de foi auxquels on devrait absolument adhérer. Il faut tenir compte de l'histoire. C'est cette prise en compte de la dimension historique du judaïsme qui a fait l'originalité des fondateurs de ce mouvement et des fondateurs de ce mouvement de pensée, hein, au milieu du 19e siècle. Alors je pense notamment à Zacharia Frankel et à Heinrich Gretz. Heinrich Gretz était un très très grand historien. C'est le premier grand historien du judaïsme. Et d'ailleurs, on a même surnommé cette école de pensée à un moment l'école historico-positiviste. Pas très joli à dire, l'école historico-positiviste, qui voyait donc un mouvement positif de l'histoire, c'est très 19e siècle, très hegelien. Alors, cette prise en compte de la dimension historique du judaïsme, ça marque une très claire, vraiment, à mon avis, différence avec l'orthodoxie qui, elle, refuse le fait historique comme dimension constitutive du judaïsme et préfère s'enraciner dans une vision plus classique pour laquelle justement la dimension de l'histoire ne joue a priori pas grand rôle, voire aucun rôle. Alors de l'autre côté, la prise en compte du fait juif comme une dimension culturelle d'un peuple, j'insiste sur le mot peuple, bien particulier, d'accord, marque une nette différence avec le courant libéral ou réformateur, qui lui préférera longtemps la stricte dimension religieuse au détriment de la dimension peuple. Donc c'est cette originalité qui font le mouvement Massorti, et donc cet intérêt pour l'histoire et pour le peuple favorise donc, ça favorise une sensibilité sioniste. Maintenant, ça n'a pas été le cas vraiment. C'est-à-dire que cette école de pensée
se préoccupait beaucoup plus de l'émancipation du judaïsme dans les pays occidentaux que du devenir des masses juives d'Europe de l'Est. Le sionisme, lui, il a pris véritablement corps en Europe de l'Est. Donc il y a quelque chose qui, là-dessus, n'a pas bien fonctionné. Je parle du 19e siècle, hein. Par ailleurs, le fondateur du judaïsme conservatif américain, à la fin du 19e siècle, personnage très important, le savant historien Salomon Scherter, il avait des sympathies sionistes. Il avait même un frère qui a fait son alia. Mais ça ne va pas dire du tout que l'ensemble des juifs proches de la sensibilité maçonnique épousaient le sionisme. La plupart étaient beaucoup plus plongés dans des préoccupations d'intégration dans des pays occidentaux dans lesquels les juifs avaient acquis la pleine citoyenneté. Et au premier chef, l'Amérique. Il faut bien comprendre que le mouvement maçonnique, il prend vraiment corps comme mouvement aux États-Unis. Et même si aux États-Unis, les juifs qui fréquentaient le mouvement maçonnique, qui étaient pour la plupart des juifs originaires d'Europe de l'Est, avaient donc une attirance, une sympathie pour le sionisme, c'était pas leur préoccupation première. Ils étaient allés en Amérique, leur préoccupation c'était l'intégration au sein de la société américaine et leur avenir était clairement en Amérique. Alors, il y a un personnage très important dans le mouvement maçonnique qui est Mordechai Kaplan. Je donne ses dates, 1881-1983. Donc c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps. C'est un rabbin assorti qui a été un des grands penseurs du judaïsme en Amérique. Il a écrit d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Judaism as a Civilization. C'est un ouvrage de 1934 qui concevait, lui, Mordechai Kaplan, pardon, le sionisme comme un mouvement visant à reconstruire une civilisation juive contemporaine en Eretz Israël. Ça, c'était sa conception à lui, mais pas forcément à créer un État-nation. Alors, on peut dire que et c'était un sioniste dans l'âme, et que le soutien de Kaplan à l'État juif sur la terre d'Israël était basé sur la promotion du peuple juif, d'abord. Et son sionisme n'était certainement pas de nature, disons, nationaliste ou religieuse. Un autre personnage qui a beaucoup marqué le mouvement de la sortie, c'est Cyrus Adler. Je donne ses dates, 1863-1940. Ça a été le directeur du Jewish Theological Seminary of America. C'était pendant une longue période, hein, de 1915 à 1940. Donc, il a vraiment marqué une période importante. Et son successeur, qui est un personnage aussi très important, qui est Louis Finkelstein, lui, il a été de 1940 à 1991, hein, à la tête du Jewish Theological Seminary, qui est vraiment disons, le Vatican du mouvement sorti aux États-Unis, si j'emploie le terme de Vatican. Et il a été, Louis Wittgenstein, une des figures dominantes du mouvement du judaïsme américain de façon générale, mais du mouvement sorti américain ou conservatif américain, donc dans la deuxième partie du XXe siècle. Et donc, ni Cyrus Adler, ni Finkelstein ne furent ni l'un ni l'autre des sionistes enthousiastes. Ils ont même été assez critiques à l'idée de créer un État d'Israël avant la création de l'État. Donc, vous voyez que dire que le mouvement sorti a toujours été sioniste, c'est un peu un mythe, comme je l'ai dit au départ. Alors, on dit même, alors une anecdote, je ne sais pas à quel point elle est vraie, mais on raconte qu'à la remise des diplômes de l'école rabbinique du séminaire théologique, donc à New York, hein, de GTS, en 1948, donc l'année de la création de l'État d'Israël, les diplômés se sont vus refuser le droit de chanter la Hatikva lors de leur propre cérémonie d'ordination, hein. Et ils ont dû s'arranger avec leurs copains chrétiens de l'église d'à côté, qui était l'église du Riverside, à proximité donc du bâtiment du séminaire, donc on pouvait entendre, pour faire jouer la Hatikva sur le carillon de l'église, au moment où les diplômes étaient remis. Alors, je ne sais pas si cette anecdote est totalement vraie, mais en tout cas, on la raconte. Alors maintenant, avançons dans le temps. En 1955, il y a une convention rabbinique aux États-Unis. Bon, il y en avait régulièrement. Et là, la question du sionisme est clairement abordée. Il y a des publications, des discours. Et quand on regarde un peu ce qui se dit, la principale préoccupation des rabbins américains de ce courant conservatif, hein, on m'a sorti, c'était de savoir si l'État d'Israël, qui était à peine né, hein, ça n'avait même pas 10 ans encore, à peine créé, parviendrait à être une véritable démocratie, telle qu'on la vivait en Amérique. Alors on évoqua le projet à ce moment-là, c'est important, de fonder une institution massortie à Jérusalem. Ils ont appelé ça une pnimia, c'est-à-dire un endroit où on pourrait dormir.
une espèce d'internat, si vous voulez, qui était susceptible d'héberger les futurs rabbins américains qui viendraient passer quelques mois d'études en Israël, dans leur formation. Et ce sera le futur Institut Salomon Scherter, où j'ai personnellement fait mes études de rabbin, où Ethan a étudié, Rivon Krige a étudié, et bien d'autres. Donc, vous voyez, il y a un acte important, fondateur d'une institution. Alors l'idée, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils défendaient comme idée les rabbins avant de fonder cette école, hein, qui n'était pas encore faite. C'était qu'avait donc l'idée que défendaient ces rabbins américains dans les années 50, c'était que le judaïsme massorti représentait un modèle à suivre pour les communautés en Israël, mais ça n'a pas été. Quand on lit ce qu'ils écrivaient, alors c'est assez amusant, moi je trouve, on constate un petit parfum de condescendance et de volonté de venir éclairer. Bon, les sauvages, j'exagère un petit peu, mais si vous voulez, tous ces juifs qui venaient, et ils le disent bien, qui venaient de pays où la démocratie n'existait pas vraiment, et c'était vrai de la Russie, c'était vrai de tous les pays arabes, etc. Et donc, ils avaient l'idée que eux, juifs américains, sauraient éclairer un peu les autres. Alors, dans le mouvement assorti de façon générale, jusqu'à aujourd'hui, il y a une très forte sensibilité à ce qui se passe en Israël, dans les communautés américaines, mais pas que américaine. Bon, ma sortie va au-delà, hein, Amérique du Sud et ailleurs. Mais si on se fixe sur les États-Unis, les Juifs américains qui appartiennent au mouvement conservatif, qui ont fait leur alia, est pas si grand que ça. Il est même tout à fait inférieur à celui des orthodoxes, issus du même judaïsme américain. Donc là, je mets un petit bémol, encore une fois, sur cette prédominance sioniste qu'il y aurait dans ce mouvement. Maintenant, il y a toujours eu des sympathisants de la cause sioniste dans ce mouvement. On peut donner des exemples. Par exemple, l'United Synagogue, c'est la grande organisation des synagogues américaines. Elle a aidé financièrement à l'édification d'une importante synagogue en plein centre de Jérusalem. Alors, peut-être que certaines personnes la connaissent. Synagogue à l'architecture ronde et assez connue. C'est la synagogue de Yeshurun, rue King George. Mais cette synagogue n'était pas destinée au mouvement massorti, à une communauté massorti, elle a toujours été destinée au mouvement orthodoxe, dans sa version moderne, hein. Alors, le judaïsme conservatif, j'emploie massorti, conservatif, c'est synonyme, n'a jamais eu de faction antisioniste significative. Contrairement, non seulement à une bonne part de l'orthodoxie, hein, essentiellement chez les Haredim, et une bonne partie du mouvement libéral qui fut parfois tout à fait virulent sur cette question-là. Par exemple, en 1845, alors on est avant le Herzl, hein, 1845, les fondateurs du libéralisme, Samuel Hirsch, David Einhorn, Samuel Goldman, ils adoptèrent une résolution à la conférence de Francfort qui supprimait des prières les références à Eretz Israël et à un éventuel État juif ou royaume juif, au motif que le nationalisme et l'État n'étaient pas compatibles avec la théologie réformée. Donc il y a eu des résolutions similaires en 1869, en 1885 et en 1897. Là, vous voyez, on est tout proche du premier grand congrès sioniste. Donc ils rejettent l'idée de la restauration de l'État juif. Et je cite, les Juifs ne sont pas une nation, mais une communauté religieuse. Sion est une sainte mémoire. L'Amérique est notre Sion. Donc la mission du judaïsme pour ce courant du judaïsme était spirituelle plutôt que politique. Et cette position, elle a été réaffirmée en 1919. Je cite, nous ne recherchons donc pas Israël pour une patrie nationale, car nous sommes convaincus qu'Israël est chez lui dans tous les pays libres et devrait être chez lui dans tous les pays. Alors ça, c'est la position originelle du mouvement libéral, hein, ou réformé. Et cette opposition, elle a été alors amendée et peu à peu abandonnée à partir de 1937. Et donc le mouvement Massordi, lui, n'est jamais passé par là. Et c'est bien en opposition à ce courant de la réforme que la sensibilité justement conservatrice, c'est l'origine du mot conservateur, conservative, a été forgée dès 1854 par Zacharia Frankel en Allemagne, hein, en mettant en particulier en avant la continuité historique justement du peuple juif et l'importance de la langue hébraïque. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a l'importance de la langue hébraïque, l'attachement à un rituel, l'importance à la continuité du peuple juif, que pour autant
à mon avis, ça fait du mouvement Massorti un mouvement sioniste à proprement parler. On l'a vu aussi, il a fallu attendre les années 50, je l'ai cité tout à l'heure, hein, pour voir apparaître un certain engouement pour le sionisme. Et cet engouement n'était pas complètement général. D'un autre côté, euh, pour prendre maintenant la situation actuelle, il y a un petit nombre de juifs qui appartiennent aux communautés conservatives qui s'identifient justement comme antisionistes ou non-sionistes. On a même certains rabbins et étudiants rabbiniques avec des positions comme ça. Et alors, c'est pas la majorité, hein, mais c'est assez fort c'est dans une partie de la jeunesse américaine. Alors, maintenant, le mouvement conservatif reste officiellement en faveur du sionisme et n'approuve pas ses vues antisionistes. Il y a même certaines synagogues ou des institutions qui n'embaucheront pas de rabbins ou de professeurs qui se disent antisionistes, considérant l'antisionisme justement comme incompatible avec le judaïsme massorti. Mais vous voyez que le mouvement n'est pas si unifié autour de cette question qu'on ne voudrait faire dire. Alors maintenant, on va dire quelques mots sur les réalisations en Israël, parce que le sionisme, c'est avant tout des actes. Et donc, la une grande partie des immigrants juifs qui sont venus d'Europe, en Israël j'entends, hein, étaient beaucoup plus proches de l'idéologie du mouvement Massorti et auraient pu faire prospérer celui-là en Israël. Et là, il y a on peut dire, un manquement de l'histoire. Le problème, c'est que hors de l'Amérique, d'accord, où en Amérique, le mouvement Massorti s'est vraiment constitué comme mouvement, etc., eh bien, le mouvement n'existait pas véritablement comme structure en Europe. Et cela a laissé le champ libre à l'orthodoxie. Alors, je vais citer un intellectuel israélien, Uri Avneri, intellectuel de gauche, bien sûr, qui avait dit, je le cite, la synagogue où je ne vais pas est orthodoxe. Alors, pour moi, c'est une réflexion stupide, mais qui reflète bien une réalité. Alors, pour autant, parmi notamment les juifs allemands qui ont migré en Israël, donc dans les années 30, il y a une poignée de ces juifs, en 1936 notamment, qui ont fondé la première communauté que l'on peut qualifier de Massorti en Eretz Israël. Donc seulement en 1936. Cette communauté s'appelait Emet Ve'emunah, elle était à Jérusalem, dans une toute petite synagogue, rue Narkis, et elle a été considérée comme un centre culturel pour les intellectuels de la ville. Elle était en plein Rehavia, hein. Rue Narkis, ceux qui connaissent, c'est à Rehavia. On peut citer les gens qui ont fréquenté cette communauté, qui ne sont pas des moindres, hein. Akiva Ernst Simon, qui est un très grand intellectuel plutôt orthodoxe d'ailleurs, moderne orthodoxe, Gershom Scholem, Martin Buber et d'autres. Et cette communauté s'est officiellement jointe au mouvement conservatif en 1949. Alors moi, je connais bien cette communauté que j'ai fréquentée un temps, j'allais assez souvent. C'est une petite communauté orthodoxe, très accueillante, mais pas plus. C'est pas une communauté massortie. Alors, il faut attendre en fait les réalisations véritables. Vous voyez, on a parlé de cette petite communauté dont je viens de parler, Emet Ve'emunah, on a évoqué Yeshurun, qui était en fait un financement pour des orthodoxes. Et ce n'est seulement que dans les années 70, après la guerre des 6 jours, donc, on a commencé à voir émerger un petit mouvement massorti en Israël, sous l'impulsion d'une vague d'alias de juifs américains. Alors d'abord au début ça a été 4 communautés, puis en 1976 la création du mouvement m'a sorti en Israël, mais encore une fois un mouvement tout à fait minuscule. Et aujourd'hui, donc quelques décennies plus tard, près de 90 communautés m'a sorti, ou groupes, quelquefois une communauté c'est juste une chavura, un petit groupe assez réduit, mais il y en a des plus grandes, en Israël aujourd'hui. Donc 90. À la fois, c'est pas mal, et en même temps, bah, c'est pas tant que ça, hein. Et certaines sont très petites. Il y a un kibbutz, Hanaton, qui est près de Haïfa, dans lequel il y a un grand centre de formation pédagogique. Alors c'est un kibbutz, c'est compliqué l'histoire de ce kibbutz, parce que les gens sont arrivés au moment où le kibbutz était en crise, dans les années 70, donc ça n'a pas bien marché. Je veux passer, il y a eu des hauts, des bas, mais ce kibbutz existe et fonctionne.
Et notamment, il y a un grand centre donc, pédagogique où il y a différents stages d'études qui s'y passent et qui se tournent vers le large public et notamment des formations pour les intellectuels, hein, pour les soldats, des conférences, des tas de choses comme ça. Et il y a un institut d'études juives universitaires, le Machon Scherter que j'ai évoqué tout à l'heure, qui était la Pnimia, vous voyez, qui est devenu le Machon Scherter à Jérusalem, où sont formés des rabbins massortis, mais en fait, là, pareil, le nombre de rabbins massortis formés est très petit. Ensuite, ces rabbins n'ont pas toujours la garantie de trouver du travail. Mais il y a également un public beaucoup plus large qui se forme là-bas, parce que c'est un institut universitaire, donc il y a beaucoup de professeurs qui viennent faire un diplôme universitaire, donc des enseignants, hein, des professeurs d'école. Et il y a également une autre institution, qui est une petite yeshiva qui est à Jérusalem, hein, la Conservative Yeshiva, qui existe depuis quelques années, mais qui, elle, sert surtout un public de diaspora qui vient faire des séjours en Israël. Donc on voit que l'impact du mouvement Massorti sur la société israélienne, il est extrêmement limité en fait. C'est quand même assez confidentiel. Il y a également, il faut signaler une activité juridique importante du mouvement qui se bat pour des questions de défense des droits sur divers dossiers, et notamment des dossiers qui vont accompagner soit un système de loi à la Knesset, soit même d'autres affaires qui vont aller peut-être jusqu'à la Cour suprême. Alors, il y a un travail juridique qui a été fait qui est intéressant, qu'il faut signaler. Il y a aussi d'autres organismes qui se battent sur ce genre de dossiers. Vous voyez, donc c'est pas le mouvement Massorti qui est le fer de lance de ces batailles juridiques pour défendre les droits, mais il en fait partie. Il a des publications intéressantes sur la question. Il y a un réseau scolaire Tali dont Ethan pourrait parler beaucoup mieux que moi puisqu'il a été directeur de ce réseau, qui est un réseau important, qui essaie de lier justement études d'écoles non religieuses, mais avec une étude relativement importante. En tout cas, l'accent est mis sur la tradition juive, ce qui n'est pas le cas dans les écoles strictement laïques. Et alors, il ne dépend pas directement du mouvement Massorti, mais ça a été fondé dans son état d'esprit et c'est une belle réussite, hein, et avec une vision très ouverte du judaïsme. Il y a un mouvement de jeunesse, Noam, qui est assez proche de la mentalité scout, qui existe aussi. C'est pareil, c'est un petit mouvement mais, de jeunesse, mais il existe. Je parle toujours d'Israël, hein, des réalisations sur le terrain. Il y a des publications, notamment il y a eu des publications sur la question de la place de la femme dans le judaïsme. Il y a des publications pas inintéressantes du tout, mais c'est pareil, c'est relativement confidentiel. Et le principal constat qu'on peut faire, vous voyez, c'est que le mouvement m'a sorti reste avant tout, et là je regrette un petit peu, marqué par une mentalité anglo-saxonne. Il a beaucoup de mal à s'en dépêtrer. Et si vous allez dans des communautés massorties en Israël, il y a énormément d'anglophones, même si il y a un changement qui est en train de s'opérer, de nouvelles générations, et que on trouve de plus en plus d'Israéliens qui sont parfois des enfants d'eux, mais pas toujours. C'est aussi des gens qui sont attirés par le mouvement massorti, qui viennent, des Israéliens pur jus, des Tsabarim. Et donc, peu à peu, ça sort du ghetto anglo-saxon. Parce qu'il faut aussi bien comprendre que pour un Israélien moyen, aller dans une synagogue où tout le monde parle anglais et où prononce l'hébreu avec l'accent américain, c'est franchement pas terrible. Alors, le nombre de membres des communautés est relativement petit. Maintenant, il faut aussi comprendre que dans la réalité, dans la mentalité israélienne, on ne fait pas partie d'une communauté définie en général. Donc, la notoriété, la visibilité de ce judaïsme, qui est à la fois ouvert, accueillant, etc., ça va en grandissant, je l'ai dit, mais on estime, alors je sais pas ce que ça vaut exactement comme étude, mais à peu près que 5% de la population israélienne se dit proche du mouvement du judaïsme massorti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est pas très clair. C'est donc une marginalité, si vous voulez, qui commence à devenir visible. Mais enfin, vous voyez bien qu'après plus de 70 années même plus que ça, de l'existence de l'État d'Israël, c'est pas une réalisation si extraordinaire que ça, hein. Alors le mouvement reste modeste, mais on le prend en compte, il doit être pris en compte. Pour autant, il manque de véritable puissance. Et sans compter qu'il subit régulièrement les coups de boutoir de l'orthodoxie, qui fait tout pour le marginaliser.
Alors, ça s'exprime de toutes sortes de manières, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Alors, maintenant qu'on on va reprendre notre pilier, mais avant de le redire, il faudra peut-être définir ce que ça veut dire être sioniste aujourd'hui, parce que moi, voyons ce qu'on entend par là. Et on pourra en discuter si vous voulez. Je dirais que tout d'abord, le sionisme, c'est la volonté juive de prendre le risque du politique. D'accord. A priori, le peuple juif a vécu hors du politique pendant des centaines d'années. Le sionisme, c'est vouloir un retour sur la scène du politique avec un grand P, si vous voulez. Et les juifs antisionistes ou asionistes, hein, on peut faire la nuance, refusent ce risque. Et je dis bien que c'est un risque, parce que c'est le risque de faire des erreurs. Mais ce faisant, ils refusent, ces juifs antisionistes ou asionistes, hein, je pense à une partie de l'orthodoxie, peut-être certains libéraux aussi, refusent un fait incontournable de l'existence juive contemporaine. Et ça, c'est un peu embêtant quand même. Alors, à l'origine, être sioniste, je parle maintenant à partir du 19e siècle, à partir de la création du mouvement sioniste, ça voulait dire considérer que le peuple juif avait le droit à un État. Herzl, dans son ouvrage L'État des Juifs, hein, Judenstaat, met l'accent sur la nécessité d'un tel État pour faire face à la détresse juive et apporter une solution politique. Il affirme d'emblée que ce n'est pas une utopie, mais un programme réalisable. Mais il dit ça pas parce qu'il est fou, parce qu'il est pragmatique. C'est le propre de Herzl était d'être quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Alors, il y avait une blague qu'on racontait longtemps, qui est une définition de qu'est-ce que c'est qu'un sioniste. Un sioniste, c'est un juif qui demande à un deuxième juif de l'argent pour en envoyer un troisième en Palestine. Donc c'était la vieille définition et qui évidemment n'a plus lieu d'être. Alors, dans le pilier tout à l'heure, on a dit l'intégration de nouveaux immigrants. Bon, c'est pas trop le problème de l'État d'Israël aujourd'hui, même s'il y a toujours une alia un petit peu, mais enfin les grandes vagues d'aliotes, elles sont passées maintenant. À partir de 1948, le projet étatique devient réalité. Et il ne s'agit pas de créer un État, mais de renforcer celui-ci ou d'aider des populations à s'y installer, ce que je viens de dire. Mais encore une fois, toute cette question de l'immigration avait un véritable sens quand il a fallu intégrer des juifs venant les mains dans les poches parce qu'ils n'avaient plus rien ou juste une valise, ils avaient tout perdu, qu'ils soient venus d'Afrique du Nord, du Maroc ou d'Irak ou du Yémen ou d'Europe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, puis les grandes vagues d'immigration du RSS qui sont venus dans le même état, ou les Éthiopiens, mais tout ça est terminé. Donc là, le mouvement conservatif s'est mobilisé pour trouver de l'argent, pour aider à l'intégration, etc. Il a joué un rôle certain là-dessus. Alors, maintenant que l'État d'Israël est prospère et que dans le monde, il n'y a plus de population juive persécutée, le fait d'être sioniste, à mon avis, prend une autre couleur et il faut donc changer de discours. La meilleure définition serait peut-être le juif qui décide de faire son alia, c'est ça un sioniste, tout simplement. C'est un sioniste par les pieds. Il le fait. C'est donc à ce moment-là forcément une position personnelle qui regarde chacun et chacun va s'installer comme il l'entend en Israël et là où il veut. Et il n'y a rien d'autre à dire, qu'il soit religieux, pas religieux, etc., peu importe. Sur le plan idéologique, ça est plus compliqué. C'est avoir un projet ou des attentes particulières vis-à-vis de la réalité israélienne. Donc je peux à ce moment-là être sioniste sans être en Israël. D'accord? J'attends quelque chose. J'aide à quelque chose. Je contribue d'une manière ou d'une autre à la réalisation d'un projet avec certaines idées. Mais là, on a un problème. Et c'est quoi le problème? C'est qu'on a deux options totalement divergentes. La première, ce serait celle d'un sioniste de la terre, donc Eretz Israël, mettant en avant l'importance justement d'Eretz Israël et donc de la nécessité de défendre à tout prix la mainmise sur des territoires. Alors, ça peut être pour des raisons strictement nationalistes, laïques, d'accord? Tout simplement, on veut un certain territoire, même des raisons géopolitiques qui peuvent se défendre, hein, soit pour des raisons religieuses et à ce moment-là messianiques. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de Geulat Haaretz, il faut libérer la terre, ça fait partie d'un projet messianique. Et là, c'est tout autre chose et c'est
Par exemple, ce que défend le Parti national religieux actuel, notamment le ministre des Finances, Smotrich. Alors, la deuxième option, ça c'était la première option. La deuxième serait celle d'un sionisme des valeurs, en mettant en avant l'importance de l'État en tant que lieu de réalisation d'une indépendance juive démocratique et humaniste, et peut-être pluraliste. Là, vous voyez, le territoire cède alors le pas à la nature de l'État et de la société. Or, ces deux options ne sont pas compatibles actuellement. Et c'est là où on a un dilemme. Soit on veut garder les territoires à tout prix, alors on ne peut qu'aboutir, quand je parle des territoires, la Judée, Samarie, Gaza. On peut qu'aboutir à l'oppression de plusieurs millions d'Arabes palestiniens, et cela ne peut se faire qu'au détriment des valeurs démocratiques et humanistes. C'est la forme de sionisme qui triomphe aujourd'hui, c'est elle qui est au pouvoir. Soit on veut favoriser les valeurs de démocratie et d'humanisme, alors il faut forcément trouver une solution à la question palestinienne. Donc faire des concessions territoriales et trouver un accord politique, quel qu'il soit, je ne rentre pas dans les détails, ou alors changer la nature même de l'État pour qu'il cesse d'être l'État d'une nation juive au profit de l'ensemble de ses citoyens, y compris les Palestiniens qui ne seront pas encore citoyens. À ce moment-là, on change complètement la nature du sionisme. Donc vous voyez bien que le mot sionisme relève d'une polysémie dont le sens dépend de la personne qui l'emploie et des valeurs que cette personne défend. Alors là, on a un vrai problème parce que les différentes formes de sionisme ne sont, par définition, pas compatibles. Et à un moment, il faut faire des choix. Et si le mouvement Ma Sortie se revendique comme sioniste, ce qu'il fait dans ce pilier qu'on est en train d'étudier, faut-il encore qu'il définisse de quel sionisme on parle? Or, il ne le fait pas. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Il faut bien avoir conscience que la crise, maintenant que traverse Israël depuis maintenant quelques années, et notamment les 3 ans de gouvernement actuel, sous l'égide donc du premier gouvernement d'extrême droite de l'histoire d'Israël, la première fois qu'il y a un gouvernement comme ça. D'abord avec la tentative de réforme judiciaire, dont, dans un premier temps, avec près de 9 mois de manifestations intensives, puis ensuite l'interminable guerre à laquelle on assiste encore, qui tend à changer donc fondamentalement le caractère de l'État d'Israël, tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui. La réforme judiciaire qu'on n'a toujours pas clairement abandonnée, hein, c'est toujours sur les ateliers, tend à mettre à mal la démocratie, ou plus précisément à soumettre le pouvoir judiciaire à l'exécutif afin de glisser doucement vers ce que certains géopolitiques parlent de démocrature. Pour pas dire dictature, mais une démocrature. La guerre, certes déclenchée par le Hamas, hein, c'est pas Israël qui a déclenché cette guerre, mais elle est pleinement assumée par l'État d'Israël, n'en finit pas, et le gouvernement choisit systématiquement l'option de la brutalité la plus dure plutôt que toute option diplomatique, pour essayer de sortir du bourbier dans lequel se trouve plongé Israël. Maintenant, c'est pas simple, parce que le tango, ça se danse à deux, et en face, il y a le Hamas. Jamais l'oublier. Enfin, la composition et le mode de fonctionnement de la coalition actuelle plongent en pleine lumière la composante ultranationaliste, pour ne pas dire fascisante, c'est certain, d'une partie du monde politique israélien. Donc quelque chose qui était totalement marginal pendant des années est au centre de l'échiquier politique aujourd'hui. Et ça change tout. Alors, est-ce qu'être sioniste implique de défendre une telle politique, ou au contraire de lutter de toutes ses forces pour renvoyer dans la marginalité leur opprobre les extrémistes qui composent ce gouvernement? Ça se discute. Le Likoud de Shamir. Le Likoud, c'est le parti actuel au pouvoir. Enfin, une des composantes de la coalition, la composante principale. Donc, le Likoud de Shamir, Yitzhak Shamir, quittait la Knesset lorsque le rabbin Kahana, fondateur du Kar, y prenait la parole. Netanyahou, qui se veut l'héritier de Shamir, a offert à ses héritiers, donc de Kahana, des postes de ministre et pas des moindres.
Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la vision m'a sorti du judaïsme et du pluralisme, ça fait partie des piliers, qui se veut défendre, d'accord? Il veut défendre ses valeurs, certaines valeurs. Est-ce qu'il peut accepter ce genre de déviance? Est-ce qu'il est compatible avec ça? C'est la question que je pose. Alors, toutes ces problématiques sont extrêmement douloureuses, mais on ne peut pas honnêtement éviter de les poser. Et on ne peut pas se dire sioniste sans clarifier ce que cela veut dire et ce qu'on entend par là. Sinon, c'est un mot creux. Alors maintenant, on va essayer de regarder à nouveau le texte de ce pilier et les différents dilemmes que ça pose. Je reprends le pilier, je le cite. Le mouvement Massorti souligne la place centrale de la terre et de l'État d'Israël dans la vie juive contemporaine. Il a toujours soutenu le mouvement sioniste et l'effort d'intégrer de nouveaux immigrants, Ki mitzion tetze Torah, Dvar Hashem mi Yerushalayim, car c'est de Sion que sortira la Torah et de Jérusalem la parole de Dieu. Je m'arrête là. Fin de citation. Alors, vous voyez bien que le problème de cette formulation est qu'elle tend à confondre la terre d'Israël avec l'État d'Israël. Il y a déjà une ambiguïté. D'accord. La place centrale de la terre et de l'État d'Israël dans la vie juive. C'est pas clair. Certes, la terre d'Israël, donc Eretz Israël, est importante dans la tradition juive, hein, c'est pas une petite chose. Mais est-ce qu'elle est véritablement centrale? De quelle centralité on parle? Si je me place d'un point de vue du nationalisme religieux, la possession de la terre est une valeur suprême qui passe même, dans certains cas, au-dessus de la vie humaine. Ce qui est clairement exprimé, par exemple, dans le douloureux débat sur la libération des otages versus occupation de Gaza. Le mouvement Assorti, est-ce qu'il défend un tel agenda? Est-ce que les lois religieuses essentiellement agricoles, hein, je parle des Shemitah, etc., donc ces lois religieuses sont centrales dans la vie juive contemporaine ou pas? Ou elles sont accessoires? Moi, je me permets de douter de la centralité de ces lois. Donc, dire que la terre d'Israël est quelque chose de central dans la vie juive contemporaine, je trouve que c'est une définition bien floue. Dire ensuite que l'État d'Israël est central, là aussi, ça se discute. D'abord, est-ce que l'État est une valeur religieuse? Alors, quelqu'un a abordé cette question avec beaucoup de force, c'est le philosophe israélien Yeshayahu Leibovitz, qui a assez bien démontré dans ses écrits et dénoncé le caractère justement fasciste, c'est le terme qu'il emploie, hein, voire païen d'une telle affirmation. Parce que l'État, c'est un moyen, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une fin. Et si la plupart des Juifs sont très attachés sentimentalement à l'existence de l'État d'Israël et à ses succès, ça n'en fait pas pour autant une centralité pour ceux de la diaspora. Là aussi, il faut regarder les statistiques. Combien de Juifs de diaspora sont allés même une fois en Israël? Combien ça joue un rôle important pour eux? Ou c'est un imaginaire lointain? Vous voyez, il y a quelque chose qui se discute là. Et quand je dis les Juifs, de façon générale, et c'est bien évidemment aussi ceux qui appartiennent à nos réseaux de communautés massorties. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la position qu'on puisse prendre sur tout ça, le mouvement massorti n'a, à mon avis aujourd'hui, aucune position originale. Tous les courants du judaïsme actuel, y compris orthodoxes, y compris Haredim, en tout cas presque tous les Haredim, sont tout autant liés à Israël, à part vraiment une marginalité antisioniste. Que ce soit une marginalité d'extrême gauche ou ultra-orthodoxe Satmar ou Nja, mais même des Haredim ont des yeshivot, font des séjours en Israël, ils vont en vacances, achètent des appartements, etc. Là-dessus, le mouvement Massorti n'a pas d'originalité. Alors, l'affirmation maintenant prophétique d'Isaïe, qui est citée dans ce pilier, que c'est de Sion que sortira la Torah. Très belle citation. Elle tend à exprimer que le centre de l'étude juive serait dorénavant à Jérusalem.
Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le niveau d'études juives est incomparablement plus fort en Israël qu'ailleurs. Pour autant, le judaïsme israélien, à mon avis, a quelques difficultés à se renouveler et à faire surgir une véritable Torah pour notre temps. On peut espérer qu'avec l'avenir de la créativité spirituelle, elle va aller en augmentant, que va y avoir des choses qui vont s'écrire, etc. Parce qu'il y a des choses. Cependant, c'est pas encore ça, si vous voulez. Et ce sera possible que si le judaïsme sort de ces ornières idéologiques dans lesquelles sont enfermés la plupart des centres d'études juives israéliens. Il y a énormément d'yeshivot, mais faites l'expérience, allez dans une librairie d'obédience religieuse en Israël, allez regarder les livres qui sortent, il n'y a rien de nouveau. Ein chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et que des livres qui sont des commentaires de commentaires de commentaires, sans apporter des idées neuves. C'est des rééditions. Enfin voilà, finalement, ces centaines de yeshivot qui existent, avec des milliers d'étudiants et une quantité de rabbins compétents, produisent quasiment rien. La montagne accouche d'une souris. Alors, sur ce point, le mouvement Massorti israélien, il a beaucoup de peine à exprimer une voix juive véritablement originale. Maintenant, il est encore trop tôt pour en tirer un bilan. Il me semble en tout cas que la dynamique exégétique se situe, et je le regrette, plutôt en dehors de lui. Notamment dans les rangs de la moderne orthodoxie israélienne, je pense au Machon Hartman, Beth Morasha, Kibbutz Sadati, et quelques yeshivot, dont celle du Gush Etzion par exemple, où il y a une dynamique beaucoup plus forte. Et vous pouvez faire l'expérience, aller sur Internet, chercher des choses écrites, etc. Le mouvement Massorti est très pauvre. Et souvent, ces publications ou ces vidéos, quand il en fait, sont en anglais et pas en hébreu. Et donc, ça dit beaucoup, ça. Alors que dans les institutions que j'ai citées, vous avez une quantité de choses qui sont faites tout à fait intéressantes. Maintenant, le programme de Jérusalem de l'Agence juive pour Israël et de l'Organisation sioniste mondiale stipule la centralité de l'État d'Israël. Et c'est une des bases du sionisme. Et ça fait partie de l'héritage qu'assument la plupart des leaders juifs en diaspora. Alors, on ne peut pas dire que Israël n'incarne pas un aspect majeur et incontournable de l'identité juive contemporaine. Ça incarne quelque chose. Mais est-ce que c'est si central que ça pour la plupart des juifs? Encore une fois, je n'en suis pas du tout sûr. Alors, ça, c'est la première partie du pilier sioniste du mouvement Massorti. Elle me semble donc assez peu répondre aux besoins du moment. Et à mon avis, pêche par un flou et une rhétorique qui méritent débat. Et à mon avis, ça mériterait tout ça d'être remis sur le chantier. Alors, voyons la suite de ce qu'on nous dit. Il vise donc à promouvoir l'étude et la pratique de la langue hébraïque ainsi que la culture israélienne. Ok, très bien. Voilà un point qui, moi, me paraît essentiel et devrait être essentiel. Maintenant, il faut peut-être nuancer sérieusement parce que je ne suis pas du tout convaincu que le mouvement Massorti soit le fer de lance de la culture hébraïque en diaspora. Combien de nos communautés offrent des cours de langue ou de littérature hébraïque de façon régulière? Combien de nos membres et sympathisants suivent de tels cours? Vous avez un film que je vous conseille, excellent film, peut-être le meilleur film qui ait jamais été fait sur le judaïsme. Je ne parle pas sur les juifs, sur le judaïsme. Serious Man des frères Cohen. Il y a une fameuse une scène extraordinaire de la classe d'hébreu et où le professeur tense l'élève qui veut lui expliquer quelque chose en anglais, ça se passe en Amérique, et lui, Ivrit, rock, Ivrit. Vous voyez, donc il s'entête à ce que le gamin parle hébreu. Bon, ça, c'est un film des frères Cohen, ça se passe dans les années 70, et ça me semble assez clairement appartenir au passé. Je doute qu'il y ait encore des professeurs comme ça qui s'entêtent à vouloir que leurs élèves parlent hébreu. Et ça se passe dans une communauté qui est tout à fait d'obédience massortie. Alors, beaucoup de publications qui viennent du monde Haredi en diaspora, des articles, des tchouvot sont en hébreu, mais pas celles du mouvement Massorti. Le niveau d'hébreu de nombreux leaders du mouvement, y compris
et j'ai du mal à dire ça, mais de celui de très nombreux, ou trop nombreux en tout cas, rabbins, des Américains notamment, mais pas seulement, laisse à désirer. Certains sont excellents, un très bon niveau d'hébreu, mais nombreux, beaucoup plus donc, sont ceux qui sont incapables de s'exprimer en hébreu, je parle des rabbins, hein, et passent immédiatement à l'anglais. Alors, je vous donne un exemple. On a tenu notre réunion des rabbins européens récemment. On n'est pas des tonnes de rabbins en Europe. Théoriquement, notre langue commune, puisqu'on a par définition plusieurs langues en Europe, c'est l'hébreu. On avait pris une résolution il y a des années que nos réunions auraient lieu en hébreu et que nos échanges seraient en hébreu. Eh bien, ça marche pas. 90% des discussions se passent en anglais. Et certains de mes collègues sont strictement, mais incapables de tenir une conversation en hébreu. Non seulement ils comprennent pas l'hébreu, mais ils ne le parlent pas, évidemment. Ils sont pas capables de répondre. Donc, franchement, ça laisse à désirer. La suite de la résolution de ce pilier, solidaire de l'État juif, je cite hein, toujours, solidaire de l'État juif, il est cependant apolitique en ce sens qu'il n'est lié à aucun parti, ni ne prend position sur les questions de sécurité qui divisent la démocratie israélienne. Fin de citation. Alors maintenant, je vais poser ce problème-là. Est-ce que cette neutralité politique affichée peut-elle encore tenir longtemps dans les circonstances actuelles? Est-ce que ça fonctionne? Je dirais même, est-ce que ça a un sens d'être sioniste apolitique? Par définition, je l'ai dit au début, le sionisme, c'est le retour sur la scène du politique. C'est le retour des Juifs en tant que peuple, pas en tant qu'individu, sur la scène du politique. Donc, si on aborde la question sioniste, par définition, on aborde une question politique. Et est-ce que véritablement l'option d'adhérer à certains partis politiques extrémistes est compatible à ce que voudrait être le judaïsme d'obédience massorti, qui se veut issu des Lumières et profondément attaché à une vision humaniste et progressiste de la Torah, ainsi qu'au caractère démocratique de l'État? Il y a un moment où ça marche pas. Je vois pas comment je peux être proche d'un Ben Gvir et être massorti. Je parle pas de la façon de manger, ni peut-être de la manière de prier, mais de la façon de penser, et notamment la façon de penser le politique. Alors, les questions de sécurité ne révèlent pas du domaine du religieux. Ça, ok, on n'a pas à se prononcer là-dessus. C'est pas une question religieuse, la sécurité. Je vois donc pas vraiment pourquoi on prendrait position dans un débat strictement stratégique. Et c'est pas du politique, c'est de la stratégie. En revanche, on peut défendre une vision du judaïsme compatible avec celle d'un État moderne et démocratique. Et là, c'est une position politique. Bah alors, à ce moment-là, il faut prendre position dans un débat qui déchire la société israélienne de plus en plus fort. C'est un débat sur la place de la religion dans l'État, débat du rapport entre loi religieuse et loi civile, débat sur le droit des minorités, que celles-ci soient ethniques ou sexuelles, débat sur la position de la femme dans le judaïsme et notamment sur les questions très douloureuses du droit marital dans un État où le droit de la famille est géré par le religieux. Je pense évidemment à toutes les questions de divorce, d'agounot, etc. Quelle est la place et l'autorité de la halakha dans une société juive moderne? Ça, c'est une question. Il n'y a pas de question plus politique que celle-là en Israël. Sur toutes ces problématiques, la neutralité, à mon avis, ne veut rien dire. C'est d'autant plus vrai dans un État d'Israël géré par des luttes politiques partisanes et des sombres négociations, hein, entre divers partis pour faire émerger les coalitions gouvernementales. Donc il y a un moment où la neutralité, ça marche pas. Alors, l'État devrait-il être géré par la halakha, par la loi juive? C'est en tout cas une revendication très claire de l'orthodoxie stricte. Et Bezalel Smotrich, actuel ministre des Finances, l'a récemment réclamé. Les ultra-orthodoxes, sans pour autant reconnaître la légitimité de l'État, ils le souhaitent eux également, ils aimeraient bien. Ils le fantasment en tout cas. Le mouvement Massorti ne devrait-il pas prendre position sur cette question, à mon avis essentielle, du rapport entre la religion et l'État? Cela détermine en tout cas des positions politiques très claires, ainsi que des alliances de coalition compatibles
ou pas. D'accord? C'est pas une question neutre. Et jamais dans son histoire, là j'en reviens à l'actualité, jamais Israël n'a connu une période aussi sombre et surtout une crise d'identité aussi profonde. La coalition ultra-religieuse et ultranationaliste qui est à la tête, il faut quand même le reconnaître, elle brille par sa médiocrité. Je voudrais qu'on me cite un seul ministre vraiment capable et son incompétence dans tous les domaines de la gouvernance. Le niveau de corruption n'a jamais été aussi fort. Alors là, les questions de religieux, d'armée, de conscription, etc. Mais c'est dans tous les domaines. Des gens qui mériteraient d'être poursuivis pour incitation à la haine, qui se permettent de dire des choses absolument mais inadmissibles, sont ministres et sont jamais repris. Cette coalition fait alliance avec tous les partis d'extrême droite européens. On est même allé à inviter l'extrême droite française, héritier du régime de Vichy, à une conférence sur l'antisémitisme. Alors là, on marche complètement sur la tête. C'est surréaliste, tout simplement. Tout ça en piétinant les institutions juives françaises. Mais c'est vrai dans d'autres pays européens. Le niveau des débats à la Knesset, il est absolument mais lamentable. C'est incroyable. On se croirait au bas-fond du chouk le plus minable. Moi, j'étais journaliste à la Knesset. J'ai suivi des débats à la Knesset. Ça avait franchement une autre teneur, hein. Les porte-paroles religieux, y compris au niveau des grands rabbins d'Israël, c'est pas des petits rabbins de quartier, sont trop souvent synonymes de corruption, de défense de petits intérêts particuliers, quand ils sont pas racistes, misogynes, homophobes, en tout cas, dans tous les cas, aux antipodes d'une profondeur spirituelle et d'un souci de l'éthique, qui sont apparemment, ça a disparu chez la plupart d'entre eux. On les entend pas. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec leur position, mais c'est un constat qui me paraît difficile de ne pas faire. Alors, dans de telles conditions, qu'est-ce que ça veut dire, et là je recite notre pilier, être solidaire de l'État juif, et cependant apolitique? Qu'est-ce que ça veut dire que se réclamer du sionisme? De quel sionisme on parle? Une question. Les sources talmudiques, notamment la plupart parlent, vous voyez, de plusieurs voies. Il y a toujours un espace de pensée qui est ouvert avec plusieurs options. On peut trouver dans le Talmud des voies qui sont, diront, pourraient targuer de nationalistes, d'autres qui seront au contraire plutôt humanistes, universalistes. Mais ces voies, elles échangent, elles se parlent. Ce n'est pas le cas dans l'arène politique actuelle. Absolument pas. Ni dans l'arène religieuse elle-même, surtout. Et il faut ajouter à tout cela que les mouvements non orthodoxes, massortis, libéraux, etc., sont clairement discriminés dans un pays qui se voudrait ouvert à tous les juifs. Ce qui est quand même paradoxal, mais qui dans le fond favorise certains au détriment des autres. Ça, c'est complètement, là aussi, surréaliste. Alors la discrimination, c'est une discrimination soit juridique, soit financière, soit les deux, bien sûr, mais elle existe, elle est bien là. Alors la question reste, quelle place donner à la religion dans un État moderne? C'est la question. Et donc pour le mouvement Massorti, quel rôle jouer dans un État qui, s'il continue la voie suivie actuellement, pourrait lentement dériver pour aboutir à une situation tellement négative que les gens qui sont proches de la mentalité Massorti, c'est-à-dire humanistes, ouvertes, etc., démocratiques, ben, n'auront tout simplement plus leur place dans cette société et partiront vivre ailleurs. On assiste déjà à une fuite de cette partie de la population. Alors, dans une conjoncture d'une montée du nationalisme, qui n'est pas que le fait d'Israël, hein, c'est un phénomène qui est mondial, voire de l'ultranationalisme raciste et exclusif, de la volonté de rompre très clairement avec l'état de droit au profit du populisme, comment sortir le sionisme de l'ornière dans lequel il a été plongé peu à peu? Ça, c'est une vraie question. Question d'éducation, question de valeur, question de manière de parler, etc. Comment repenser le sionisme? Quel est le projet pour l'État d'Israël dans 50 ans? Et dans ce vaste chantier, quelle place peut tenir le courant Massorti? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme eau à ce moulin?
En tout cas, certainement pas dans la neutralité béate, ni dans la démission de la pensée. Moi, je pense que l'exigence, je cite Denis Charbit, l'exigence démocratique interpelle le sionisme. Elle est sa mauvaise conscience. Et c'est pourquoi elle est indispensable, surtout face à sa variante ultranationaliste. Et ça, à mon avis, c'est une pensée qui va de pair avec la pensée Massorti. Il y a nécessité d'une inventivité politique et religieuse tout autre que celle héritée de l'histoire du politique et du religieux. C'est une nécessité. Alors moi, ça me fait mal, personnellement, de dresser un portrait aussi négatif, si vous voulez, de la situation, et j'aurais jamais imaginé en arriver à évoquer la possibilité d'un éloignement d'une grande partie du peuple juif de l'État qui prétend le représenter. Mais là, c'est une réalité bien concrète à laquelle on est obligé de se confronter. Et cet éloignement, il existe dans la tête de beaucoup de gens, et notamment de beaucoup de gens aux États-Unis. Alors moi, je suis sioniste personnellement. J'ai fait mon alia avec enthousiasme et passion. En Israël, j'ai servi dans l'armée, je m'y suis marié, j'ai fait des enfants, j'adore Israël. Mais comme des millions de juifs qui partagent un judaïsme ouvert, intelligent, humaniste et de progrès, bah, je souffre. Je souffre profondément de constater une telle décadence. Parce que je suis juste sioniste, justement, c'est ça le problème. Et je suis pas d'un sionisme de voyous, de fanatiques et de corrompus. Là, je suis plus sioniste, s'il fallait adhérer à ça. Alors j'espère des jours meilleurs, hein. Je vais citer Herzl, si vous le désirez, ce ne sera pas un rêve, donc un vaste chantier. L'espoir reste de mise, mais il va pas aller sans de profonds changements et des remises à l'heure de quelques pendules, hein. Ce sera pas possible. Le mouvement Massorti pourrait être un des petits acteurs de la reprise en main souhaitable. Un des petits acteurs. À la condition qu'il fasse entendre sa voix et produise des éléments solides au débat, indispensables à la refonte du sionisme. Je lui souhaite d'y arriver. Enfin, moi, je ne veux pas finir mon intervention sans dire une chose qui est pour moi fondamentale. C'est l'expression de notre devoir de totale solidarité à l'égard de nos frères et sœurs juifs qui souffrent. Totale solidarité. De nos frères et sœurs juifs qui souffrent et qui luttent dans des conditions extrêmement difficiles. On peut être critique, on peut critiquer, on reste solidaire. Les otages qui restent sont maintenus dans des conditions atroces. Leurs familles, désespérées. Tous ceux, et il y en a beaucoup, qui cherchent d'une manière ou d'une autre à faire que cela aille mieux et qui font preuve d'une magnifique dignité. Parce que s'il y a vraiment quelque chose qui est marquant ces dernières années très récentes, hein, c'est la dignité de certains Israéliens. Une grande partie de la société israélienne. Et souvent d'un héroïsme admirable. Alors la crise, elle est très profonde. À mon avis, elle est immense. Mais le peuple juif est un grand peuple, il reste grand. Et il y a plein en Israël d'initiatives absolument magnifiques. Plein de choses. Et c'est tous ces rayons de lumière qui nourrissent l'espoir. Et mon sionisme à moi, j'espère également le vôtre, parce qu'à ce moment-là, c'est être sioniste, croyez-moi, c'est plus une insulte, c'est un compliment. Et c'est ce que ça doit rester. Voilà. Je vous remercie et je suis prêt à débattre. Merci, Chaya. Laisse-nous nous remettre un peu du choc, de la dureté de tes propos. Mais d'abord, je te remercie de l'intelligence de ta présentation, de partager si ouvertement ta douleur à l'égard de ce qui se passe en Israël. Je crois qu'elle est commune à très nombreux d'entre nous, peu importe à quel camp politique ils appartiennent. On aurait tous aimé voir une réalité différente et plus souriante. Euh,
On pourrait avoir une très longue discussion tous les deux sur l'analyse que tu fais de la situation. Nous ne serions pas d'accord sur tous les points, mais quoi qu'il en soit, ton analyse est une invitation à réfléchir et à discuter entre nous. S'il n'y aura pas assez de questions ou d'observations de la part des amis qui ont participé à ton cours, j'en aurai quelques-unes pour toi, mais laissons la parole aux participants. Que quelqu'un s'est remis du choc et veut Moi, partager des j'avais une remarques. question. Oui, s'il vous plaît. Merci Marilyn, beaucoup, hein. C'était particulièrement intéressant et comment dire, moi j'ai appris beaucoup de choses. Et j'avais absolument pas personnellement en tête cette impérieuse nécessité dont vous avez parlé, en fait, de mieux définir le sionisme et la position politique qu'on doit avoir. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui me tracasse. C'est que j'ai l'impression, en discutant avec les uns et les autres qui fréquentent la synagogue de Hadat Shalom, hein, parce que moi c'est là que je vais, on n'a pas tous la même opinion et la même vision justement en fait de euh, la politique donc telle que vous l'avez définie, c'est-à-dire en fait de la façon dont on devrait œuvrer de manière politique. Et par ailleurs, on n'a pas non plus la même notion en fait du sionisme. C'est-à-dire que ça recouvre, moi j'ai l'impression, à l'intérieur de la population qui fréquente la synagogue de Hadat Shalom, j'ai l'impression que finalement, il peut y avoir une diversité de positions. Et que, en revanche, on est là, tous, en revanche, ce que l'on partage, c'est la manière, finalement, en fait, euh, dont le mouvement m'a sorti, finalement, en fait, ouvre et pratique la halakha, enfin, donc l'ouverture pour les femmes, et tout ce qu'on connaît par rapport, on va dire, à cette ouverture. Et donc, du coup, ce qui me tracasse, c'est si tant est qu'on arriverait à un moment donné à avoir une définition claire, finalement, en fait, de le mouvement m'a sorti, voilà, en fait, comment il envisage le sionisme, par exemple. Est-ce que on ne risque pas de fracturer, d'une part, je dirais finalement, en fait, un- l'ensemble des Juifs qui sont dans le mouvement Massorti. Et deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que, si tant est qu'on arriverait à ça, donc idem pour le volet politique, est-ce que du coup, ça veut dire en fait que si j'adhère finalement au mouvement Massorti, alors je suis obligée de cocher toutes ces cases. Enfin, je sais pas si Oui, non, je comprends. si vous avez compris oui, oui, ce votre que question je est très voulais Alors, dire. claire. Et donc, du coup, moi, j'ai un petit peu peur du fait que on n'est pas si nombreux que ça, déjà. Le mouvement m'a sorti, comme vous l'avez dit, on n'est pas très représenté. Donc, si on se fracture à l'intérieur et si on se redivise à l'intérieur, ben, voilà quoi. alors, bon, d'abord, moi je pense qu'on peut ne pas être d'accord et ne pas se diviser. J'ai cité le Talmud exprès. C'est que Oui. c'est pas parce que il y a des débats d'opinion politique, moi j'ai pas tranché pour un camp ou un autre, hein. Je dis clairement des choses contre ce qui me semble être une dérive extrêmement dangereuse, mais c'est pas un camp politique. Comprenez? C'est deux choix. C'est deux choix. Je l'ai dit au début de ma conférence. Il y a deux options. Mhm. Soit Ouais. on veut un État démocratique et on veut préserver les valeurs démocratiques, humanistes, ouvertes, etc. Ce qui a été le cas de l'État d'Israël jusqu'à récemment. Et
aussi bien la droite que la gauche adhéraient à cela. Ceux qui n'y adhéraient pas étaient totalement marginaux. Et c'est plus le cas aujourd'hui, c'est ça dont je parle, moi. Je vous parle pas d'être de gauche, d'être de droite, d'être du Likoud ou de Avoda, enfin Avoda n'existe plus. Mm. C'est pas ça la question. C'est la question d'un État pour qui le droit, un État de droit, les valeurs d'un État de droit sont primordiales ou pas. Et ça, c'est un virage. Maintenant, est-ce que le mouvement m'a sorti peut se permettre, c'est la question que je pose, se permettre d'être neutre là-dessus sous prétexte de préserver une unité communautaire? C'est Parce ça. que face à un tel danger de dérive, de ce qui se passe actuellement, est-ce qu'on peut vouloir absolument garder en son sein des gens qui, bah, tant pis, après tout, qu'il y ait une partie des gens qui se fâchent, c'est pas forcément très grave. Pourquoi on devrait absolument rester amis avec tout le monde? Ensuite, on peut rester amis quand même. Moi, j'ai des amis avec qui je ne partage pas certaines positions, loin de là même. Euh, Mm. c'est pourquoi pas. Mais si vous voulez, il y a un moment où on se bat pour un projet. Moi, la question que je pose sur ces piliers du mouvement m'a sorti, c'est bien gentil d'avoir des piliers. Faut-il qu'ils correspondent à quelque chose de réel? Sinon, c'est du vent. Et moi, le vent m'intéresse pas, personnellement. Donc, là, le risque de fracturer les communautés, il existe. Moi, je pense que ça a toujours existé d'abord, sur un prétexte ou un autre. Il y a rarement des communautés où il n'y a pas de dispute, hein. Et pour un prétexte ou un autre, les gens aiment bien se disputer. C'est très juif en plus. Mais bon, il faut pas souhaiter fracturer. Il faut savoir ce qu'on défend. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on doit défendre des valeurs. Qu'on soit un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, etc. Mais il y a un moment, on peut pas, vous voyez, dire j'adhère au mouvement Massorti, je défends les valeurs d'un judaïsme Massorti, qu'il faut encore une fois définir clairement et tourner le dos à ces valeurs. Yeshaya, je Ou alors, il pense. faut pas définir ses piliers, c'est tout. Maintenant, sur la question des cases, dites est-ce qu'on doit cocher toutes les cases? On coche jamais toutes les cases. De toute façon, c'est pas l'adhésion à un parti polique, ces piliers du judaïsme, Massorti, c'est un texte qui a été écrit, bon, avec ses qualités et ses limites. Et puis, on s'approche de ça, plus ou moins. Puis, il y a des périodes plus aptes à ça que d'autres. Mais il y a un moment où je ne peux pas, à mon avis, par exemple, être un fondamentaliste et défendre, vous parliez du droit des femmes, ben, ça marchera pas, c'est tout. Et la question, la question, elle est quand même assez simple. Vous avez des partis politiques en Israël, je parle des ultra-orthodoxes maintenant, où il n'y a pas un député femme. Il n'y en aura pas. Parce que c'est contraire à leurs idées. Alors, je peux peut-être partager avec eux certaines choses. Moi, j'ai des choses en partage avec ces gens-là. Mais je peux aller prier avec eux, par exemple, avec plaisir. Mais je ne peux fréquenter leur synagogue, aller à des cours, faire des tas de choses. Mais je ne vais pas, pour autant, partager leur vision de la femme. Je suis pas d'accord avec leur vision, je le dis clairement. Donc, prenons cet exemple. Et je peux en prendre d'autres. Donc, on coche peut-être pas toutes les cases, mais il y a un moment où on défend quelque chose. Et que plus une société va dans une situation de tension forte, et c'est le cas en ce moment en Israël, où il y a des options qui sont des options tout à fait différentes, eh bien, je ne peux pas dire, ah bah, tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. Il y a des limites, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas passer. Et si on décide de passer ces lignes rouges, eh bien, on assume d'avoir passé ces lignes rouges. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément se fâcher avec les gens, mais je vois mal quelqu'un qui aurait des positions à fond. Encore une fois, je n'ai pas forcément besoin de donner de nom, mais de certaines positions, style un peu Ben Gvir si vous voulez, donc des kahanistes,
qu'est-ce que ferait un kahaniste dans une communauté massortée? Vous pouvez me dire? Je vois mal ce Non. qu'il y ferait. Bon, bah, c'est tout. Donc, il y a un moment où on choisit. Et Mm. le, et le propre du sionisme, je reviens là-dessus, c'est que c'est un projet politique. Sinon, c'est pas du sionisme. Quand quelqu'un Oui. allait s'installer en Israël, ce qui était le cas du vieux Yishuv ultra-orthodoxe de Hebron, de Jérusalem, et d'ailleurs, ben, ce n'est pas du sionisme, c'est des gens qui aimaient, qui avaient l'amour de Sion. Mais c'est pas ce qu'on appelle le sionisme au sens politique. D'accord? Le sionisme au sens politique, c'est un projet politique. Donc, que ça soit à travers un État, le Yishuv, bon, maintenant c'est un État, ça a été décidé. Mais c'était un projet politique dans tous les cas. Maintenant, la discussion, elle n'est pas de savoir si l'État il existe ou pas, il existe. Et il est très bien. Elle est de la nature de cet État, la façon dont il fonctionne intérieurement, les valeurs qu'il défend, etc. Et ça, c'est la question. Et que s'il y a un moment, je veux dire des choses très nettes, si effectivement je vis dans un État qui, en même temps, me demande d'énormes sacrifices, sacrifices ultimes d'éventuellement risquer ma propre vie ou celle de mes enfants, dans des combats ou autres, hein, il y a des attentats et autres. Donc il y a des risques. Euh, c'est paradoxal, ça c'est un des grands échecs du sionisme, c'est que l'État d'Israël actuel est le lieu le plus dangereux pour un juif où vivre dans le monde. D'accord? C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, c'est statistique. Bon, donc si je prends ce risque, si je défends ce risque, si je, en plus je défends des conditions économiques difficiles, du fait du coût de la vie absolument délirant qu'il y a en Israël. Et autre problème, on va pas faire la liste, elle est hélas relativement longue, eh bien, je le fais parce que je fais des sacrifices, parce que je crois à quelque chose. Je crois en ce que je cherche à construire. Si vous enlevez ça, cet espoir-là, cette tikva-là, mais pourquoi faire de tels Bon, sacrifices? Les gens ne le non, feront pas. non, bien sûr. Les gens partiront. Et les gens qui partiront, Mm. ce seront l'élite du pays. Ce sont les gens Mm. dynamiques, ce sont les gens qui pensent. Et pour eux, c'est plus facile d'aller ailleurs. Et c'est ce qui guette Israël. Ce qui guette Israël actuellement, c'est d'être mis au banc des nations, c'est de reculer sur le plan économique, c'est de ne plus être un endroit attractif, ni pour les juifs, ni pour les investisseurs, etc., etc. Et ça, c'est le pire drame qui guette Israël. Donc, ne rien dire, laisser faire, bah, c'est pas du sionisme. Moi, je suis sioniste, je dis, je tire la sonnette d'alarme. Parce qu'à mon avis, il faut la tirer. Et c'est clair, maintenant qu'il y ait des gens que mes positions ne plaisent pas et demain ne viennent pas à ma synagogue parce qu'ils auront écouté ma conférence, ben, j'en ai rien à faire. Pas grave. Ça fait partie de la vie, il y a des choix à faire. Merci beaucoup pour cette conférence parce que je trouve que on est en prise directe avec le, le souci vraiment profond qu'il peut y avoir pour Israël actuellement. Donc, merci parce que c'est vraiment bien de mettre des mots dessus. J'aurais deux questions. Une question qui est, vous disiez que il n'y avait pas de renouvellement dans la lecture de la Torah actuellement. Alors peut-être pas dans la lecture avec des écrits, mais il me semble il y a des groupes laïcs qui se rassemblent et qui lisent la Torah par eux-mêmes et que ça peut amener vraiment un renouvellement. Je ne sais pas si ça a continué depuis 2 ans maintenant, mais en tout cas, ça a existé. Je n'ai jamais participé, mais je pense que ça peut être quelque chose de très, très riche et des gens pas forcément religieux, de ce que j'ai entendu dire. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut dire que pour Israël se pose aussi le problème de la laïcité, même si ça fait bizarre de poser cette question-là pour Israël. Voilà, Alors, c'était mes deux questions. ben, merci pour vos questions. D'abord, la question de ces groupes qui étudient, bon, je ne sais pas de quoi vous parlez précisément. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de renouvellement. J'ai dit que le renouvellement qu'il y a,
il y a des choses intéressantes, il y a des travaux intéressants. D'abord, il y a prenons ce que vous avez cité, il y a du renouveau de terrain, il y a des petites choses qui se font et on n'est pas au courant de tout et c'est très bien. Euh, Michel, mais laisse-moi simplement transmettre une information. Il y a un mouvement en Israël qui s'appelle Atnoa Leitratchut Yehudit, mhm. dont Tali faisait partie. Ce mouvement-là, c'est-à-dire le mouvement pour un renouveau juif. Il y a en Israël 90 organisations de différentes tailles. L'Institut Hartman en fait partie, Tali en faisait partie, Scherter en faisait partie. Énormément d'organisations non religieuses en font partie. Il y a tout un mouvement social de terrain, comme tu le dis très exactement, Yeshaya, qui fait des choses de différents niveaux de valeur, mais effectivement, il y a un mouvement, il est important de savoir que c'est un mouvement qui, depuis déjà une trentaine d'années, existe, se développe. même plus. Son impact est encore à vérifier. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il impacte, mais cette voie-là existe. Mais c'est pas une voix, c'est des voix. Des voix, Donc, oui, oui, des il y a des voix. voix très diverses. Ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas du tout dit qu'il n'y avait pas ça. J'ai dit que dans cet ensemble-là, oui, on peut aller bien plus loin que 30 ans. D'abord, il y a un renouvellement dans la pensée, prenons la pensée, même avant la création de l'État, de la pensée du Rav Kook, c'est un renouvellement de la pensée juive, très clair. Il y a Ernst Simon, je l'ai cité, mais voilà, par exemple. Il y en a plein d'autres. Et donc, Martin Buber et plein d'autres. Donc, des renouvellements de la pensée, il y en a déjà même avant la création de l'État. Il y a, dans les années 50, mais même avant déjà, le kibbutz dati qui fait mélange Torah et Avoda, etc. Il y a tout un tas de mouvements, il y a des mouvements beaucoup plus récents, et il y a les travaux que font les différentes institutions, ou groupes informels ou individus intellectuels, etc., qui produisent des choses. Donc il y a quelque chose, il y a une énergie spirituelle en Israël certaine, et ça, je n'ai pas dit tout, dit le contraire. Je dis que dans cette dynamique-là, le mouvement m'a sorti n'est qu'un acteur, c'est tout. J'ai dit c'était un petit acteur parmi tous ces mouvements. Je le regrette, c'est un mouvement qui reste faible de ce point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas un rôle. Il en joue un, mais il joue un rôle relativement secondaire, si vous voulez. Et je le dis avec regret. C'est un mouvement qui, à mon avis, dans son bilan sur le sionisme, n'a pas pu ou su, c'est compliqué, occuper la place qu'il aurait pu avoir dans l'histoire du sionisme. Et là-dessus, notamment sur le point principal sur lequel j'ai mis l'accent, qui est la question du rapport entre la religion et l'État, qui est fondamentale. Et cette question-là, elle a été réfléchie, hein, c'est pas nouveau. Elle a été réfléchie par Herzl lui-même, par exemple, le dit clairement dans son projet, il le dit, les rabbins sont dans leur synagogue et les militaires dans leur caserne. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Bon, maintenant, Herzl, il avait des vues un petit peu romantiques et pas tout à fait en phase avec la réalité qu'on a connue, mais ça, c'est quand même pour vous dire qu'il y avait déjà une pensée. Et ces problèmes-là ont été pensés par Ben-Gurion et par plein d'autres. Donc, il y a de la pensée. La question qui se pose, moi je m'intéresse au mouvement Ma Sortie, c'est le sujet de cette série de conférences, c'est quel rôle joue-t-il? Quelle dynamique a-t-il? Est-ce qu'il est capable d'écrire des choses pertinentes? Est-ce qu'il est capable de forger des modèles de projets, que ce soit communautaires, institutionnels ou autres, et qui fassent modèle? Vous voyez, qu'on ait dit, tiens, j'ai envie de faire ce qu'ils ont réussi à faire, j'ai envie de faire pareil. C'est la question. Maintenant, vous posez, madame, une question sur la question de la laïcité. Bon, c'est une question très française. Déjà, il faut rappeler que la laïcité, en Europe, c'est français et pas plus, autant que je sache. Et donc, Israël n'est pas un pays laïque, il ne le sera pas. En tout cas, la laïcité à la française. Mais c'est pas pour autant qu'il ne doit pas penser la place du religieux dans l'État. Parce que là où on est face à un paradoxe, et c'est un des grands problèmes justement d'un renouvellement de la pensée juive, c'est que fondamentalement le judaïsme est une religion liée au social et liée au politique. C'est une religion politique. Bon.
Le judaïsme se pense en tant que religion, si tant est que ce soit une religion, d'un peuple particulier, d'un groupe particulier, et éventuellement, si c'était le cas, d'un État particulier. C'est comme ça que c'est pensé depuis le départ. La vraie question qui se pose pour le judaïsme, et c'est la question de la modernité, c'est pas la place de la femme à la synagogue, qui est une question certes intéressante, mais quand même accessoire. C'est la question de la place de la loi, de la halacha, dans la société juive, et à partir du moment où il y a un État indépendant, un État juif, eh bien, dans cet État. Ce qui est une question qui ne se pose pas du tout de la même manière dans les communautés qui appartiennent à des démocraties occidentales. Et donc, c'est pour ça que le mouvement massorti américain n'a pas posé ce problème parce que c'était pas son problème. Son problème, c'était la transmission du judaïsme aux juifs américains. C'est pour ça qu'il n'est pas très pertinent sur cette question. Et Et- que le mouvement massorti israélien se devrait de poser cette question. Il a commencé à essayer de le faire. Je ne dis pas qu'il a rien fait, hein. Je dis juste qu'il est, hélas, petit et qu'il n'est pas du tout avec les épaules suffisantes face à un tel chantier. Maintenant, ce chantier, il se pose aussi ailleurs. Et heureusement, il y a des quantités de gens ont des réflexions pertinentes sur cette question, avec des idées quelquefois très divergentes. Mais c'est une vraie question. Et il y a un terme que j'apprécie qui est le risque de thoracrature. Il y a la démocrature, il y a thoracrature. Est-ce qu'on va vers, pas une thoracratie, voilà, pas une théocratie, mais une thoracratie. Est-ce la, que la Torah l'État... se discute tout le temps. La Torah se hmm. discute tout le temps. C'est-à-dire que si c'est une Torah figée, fondamentaliste, à ce moment-là, ça n'est plus la Torah. C'est-à-dire que s'il n'y a pas toute la Torah orale avec, et toutes les interprétations et qui varient, 70 façons de lire la Torah, donc Oui, c'est mais pour ça que c'est compliqué de pouvoir d'associer à la fois la politique et la Torah. La halakha, ben, c'est bien sûr c'est c'est compliqué. inévitablement lié, mais il faut qu'il y ait quand même un élément qui permette d'avoir une distance. C'est peut-être pour ça qu'il y a un Meller, c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'il y ait un roi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une distance entre la Torah et puis la réalisation concrète au niveau de Oui, mais la... tout ça, c'est bien gentil, mais quand vous êtes sur un terrain qui est concret et qui est politique, il y a un moment où c'est tranché ou c'est pas Voilà, tranché, comprenez? absolument. Et que Tout à donc, fait. c'est la question qui se pose. Mm. Et c'est des questions très concrètes. C'est pas 70 facettes, etc. Ça, c'est de la littérature. Et donc, il faut pas mélanger la littérature, aussi belle soit-elle, avec des questions concrètes. Et le propre du politique, c'est de poser des questions concrètes. C'est des décisions claires ou pas. Oui, Est-ce tout que à je fait. fais telle ou telle chose ou je ne le fais pas? Et c'est là où c'est compliqué. C'est pour ça que la politique, c'est quelque chose de douloureux par définition et de salissant par définition, parce qu'il y a un moment, il faut faire les choses. Et la question pour l'État d'Israël, c'est est-ce que l'État d'Israël est un État moderne ou c'est un État autre? Et cette question-là, elle a été tranchée à sa création, très clairement, quand on lit la déclaration d'indépendance, c'est un État moderne, c'est ce qu'il veut être. Maintenant, une partie de la population israélienne, mais c'est une partie non négligeable, ne veut pas de cet État-là. Il ne veut pas de cet État moderne. Très clairement. Et c'est la question qui se pose. Est-ce que maintenant le mouvement m'a sorti dans sa façon de penser, ou ses façons de penser, parce qu'il n'en a pas qu'une seule, c'est un mouvement qui a une certaine pluralité, mais vous voyez, la pluralité, elle a ses limites, ce que je disais à la personne précédente. Est-ce qu'il est capable d'avoir une certaine pensée politique, ou il est juste capable d'avoir une pensée comment les femmes peuvent monter à la Torah à la synagogue? C'est la question. Et si je veux penser le sionisme, je vais pas m'intéresser que savoir si les 70 facettes de la Torah et comment je mange tel ou tel truc, etc., etc. Ça, c'est encore une fois, c'est bien gentil, mais c'est un autre débat. Et c'est pas le débat du sionisme. Et la question du sionisme, c'est évidemment une question et de gestes politiques clairs et de valeurs. Et le sionisme a été traversé de courants divergents depuis sa création,
avec une histoire très compliquée, beaucoup plus compliquée que ce que les gens imaginent d'ailleurs quand on se penche de près. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Denis Charbit qui s'appelle Sionisme au pluriel, qui est une anthologie de textes du sionisme et qui est vraiment c'est chez Albin Michel, sauf erreur de ma part. C'est un excellent ouvrage où il rassemble tout un tas de textes et qui montre le foisonnement très grand sur diverses questions de la pensée du mouvement sioniste, y compris sur le sujet qui m'intéresse, qui est la place de la religion. C'est une question fondamentale. Et le mouvement Ma Sortie a, par exemple, produit, pour vous donner un exemple de quelque chose de très intéressant, il a produit un ouvrage très complexe, pas du tout pour le grand public, de différentes solutions d'après la halakha sur des questions de femmes agounotes, donc de femmes qui n'arrivent pas à avoir le divorce. Et c'est un ouvrage très intéressant. Vous voyez, par exemple, c'est une des productions du mouvement Ma Sortie. C'est un ouvrage de 500 pages, très complet, et, enfin, en tout cas, avec beaucoup de précision. Pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui a été fait. Ça peut être tranché, mais ça, c'est du sérieux. Mais c'est ce qu'il doit faire. Maintenant, la question de la laïcité ne se pose pas. C'est pas un État. On peut pas être un État juif et laïque. Ça me paraît pas convenir à la situation d'Israël. Ça, la question est, à mon avis, ailleurs. C'est que c'est la place de la religion dans l'État. Et quelle place la religion tient-elle et par qui cette place est tenue? Ça, c'est une vraie question. Et si on prend la rabbanoute israélienne, donc le grand rabbinat, l'équivalent, si vous voulez, oui, le rabbinat, c'est ce que ça veut dire rabbanoute, ben, c'est une catastrophe. Le bilan est catastrophique. C'est C'est-à-dire bien que pour ça, la- c'est bien la- pour la- ça qu'il faut une distance par rapport au religieux, parce que le religieux est multiple, il peut être terrible, il peut être effectivement complètement oui, mais fondamentaliste. c'est pas qu'une question d'être fondamentaliste, c'est qu'il produit, c'est pas, parce que fondamentaliste, ça veut dire quoi? Il faut aussi définir, vous voyez, les choses. C'est pas seulement qu'il est fondamentaliste, c'est que même dans son fondamentalisme, il produit quasiment rien, très peu. Et donc, la question, c'est pas le fondamentalisme, c'est la question où les institutions religieuses de l'État ne font pas leur boulot. C'est-à-dire que la spiritualité va se jouer ailleurs. Vous avez actuellement un pourcentage important d'Israéliens qui vont faire exprès de se marier hors de la rabbanoute parce qu'ils lui tournent le dos, parce qu'ils considèrent que c'est un lieu de corruption, et à juste titre, que c'est un lieu avec des rabbins stupides et épouvantables dans leurs idées. Et, et là, c'est à juste titre, pas tous. C'est pas une question de fondamentaliste ou pas. C'est une question de corruption du système. Et, donc ça pose la question de pourquoi il y aurait besoin de cette rabbanoute, par exemple, parce qu'il faudrait pas réformer tout ça. La question n'est pas de savoir si dans un État des Juifs, il y a besoin forcément de judaïsme. A priori, c'est lié, même s'il y a des Juifs qui sont totalement sécularisés. Mais il y a quand même quelque chose. C'est pour ça que je me suis permis de citer Uri Avneri qui a dit cette citation stupide, je l'ai entendue de ma bouche, de mes oreilles plutôt, qui, de dire la synagogue où je ne vais pas est orthodoxe. Pour moi, c'est vraiment un sommet de la crétinerie laïque, si j'emploie ce terme. Yeshaya, notre temps, euh, Est passé. notre temps est passé. C'est très bien. Euh, je voudrais simplement deux petites observations avant de dire bonne soirée à tout le monde. Euh, quelque chose qui est lié au mouvement Ma Sortie et son sionisme. J'ai souvent écouté le regard critique de nombreux collègues, rabbins, leaders juifs conservatifs sur ce qui se passe en Israël et ce qui ne s'y passe pas. Et je leur ai souvent répondu, les orthodoxes et les ultra-orthodoxes
et tous les gens qui dirigent la barque de l'État d'Israël dans une direction si problématique sont sur le terrain et ils créent cette réalité. Vous, les Juifs réformés, libéraux, modernistes, vous êtes là-bas aux États-Unis, vous jetez votre regard critique, mais vous n'êtes pas un acteur actif sur la réalité d'Israël. Et ça, c'est quelque chose de désolant. Les mouvements modernes et libéraux ont raté le coche du sionisme et n'ont pas laissé leur impact sur la réalité d'Israël. Et on n'a qu'à se désoler de ça. Et tu l'as très bien décrit, Yeshaya. Effectivement, le mouvement Massorti en Israël est tout à fait marginal et son impact est tout à fait marginal. Et c'est dû au fait que les ultra-orthodoxes et les kahanistes sont sur place. Et nous, les éclairés, entre guillemets, nous n'y sommes pas. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, je ne peux pas m'empêcher, parce que je ne voudrais pas que les gens ressortent avec la sensation que tout ce que tu as décrit est une description objective de l'analyse politique de l'État d'Israël. Je crois que et c'est le thème d'une autre discussion, mais je crois qu'il serait important, dans un autre dialogue et peut-être dans une série de conférences que l'on ferait l'année prochaine, de réfléchir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Comment se peut-il que Ben Gvir et Smotrich recueillent aujourd'hui 600 000 votes et représentent 12% des membres de la Knesset en Israël? Comment se fait-il que 50% veut cette entre guillemets révolution judiciaire ou réforme judiciaire parce que, pas moins que le système politique, aux yeux de nombreux Israéliens, le système judiciaire en Israël ne représente plus aujourd'hui l'état de droit, mais un pouvoir en lui-même qui est corrompu. Et donc, les choses sont beaucoup moins simples qu'elles n'ont pu être entrevues par ton regard. Je pense qu'il est important d'apporter un regard un petit peu différent sur cette description de la réalité. Mais encore une fois, je crois que ça vaudrait le coup d'en faire une longue discussion dans les cycles d'études que nous préparerons pour l'année prochaine. Voilà, je vous remercie à tous et à toi particulièrement, Ishaya. C'était très riche, très intéressant et merci à tous pour cette soirée très enrichissante. À très bientôt.